Bon, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ce... C'est le deuxième séminaire Cyrano déjà depuis la rentrée? Depuis la rentrée, oui. Déjà notre deuxième séminaire Cyrano depuis la rentrée. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce midi. En fait, nous avons les 3 auteurs du rapport. Alors, nous aurons une présentation sur le financement des écoles publiques québécoises dans une perspective comparative, la fiscalité foncière et les écoles petites, éloignées ou en déclin. C'est un groupe d'auteurs qui ont l'habitude de choisir leur sujet de façon stratégique, je pense. J'ai bien l'impression que c'est un sujet qui va retenir notre attention, qui va être dans l'actualité pendant l'automne. Alors, les auteurs de l'étude sont Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé à l'Université de Montréal, fellow Cyrano. François Vaillancourt, professeur émérite à l'Université de Montréal, fellow Cyrano également. J'aurais tendance à présenter François. Je ne sais pas si tu me le permettras. François, tu es un peu le patriarche de l'École montréalaise de finances publiques pour moi. Alors, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous comme chercheur actif ici. Je savais que ça ferait réagir. Et je vois qu'on a Stéphanie Boulanger, qui est également auteur de l'étude, qui a participé au projet alors qu'elle était directrice de projet ici au Cyrano. Alors, ça fait plaisir d'accueillir d'abord François Vaillancourt. Marcelin a fait une hypothèse qu'on était stratégique en choix de nos sujets. C'est assez intéressant comme hypothèse parce que c'est à la fois vrai et faux. Vrai au sens, ça, on a proposé ce projet au ministère de l'Éducation, du ministère des Finances et du Financement. On voyait venir la réforme de la fiscalité scolaire sous le gouvernement de M. Couillard à l'époque. Ce qu'on avait pas vu venir, c'est à quelle vitesse il a fait. Et c'est pour cette raison que le projet finalement a 2 éléments, puisque la pertinence de se pencher sur la fiscalité foncière a soudainement disparu, puisque le choix avait été fait. Mais la pertinence d'examiner les transferts, puisqu'une réduction de la fiscalité foncière implique plus de transferts comme ça, augmentait. Donc, on a inclus une dimension étude des transferts. Et sur la pertinence, j'aimerais juste noter, avant de décrire comment ça peut se décrire, c'est déroulé sur la prochaine heure, que hier, on a réélu un gouvernement conservateur au Manitoba. Voilà le marché de Cyrano, la présidence générale peut-être, parce que ce gouvernement a promis de faire disparaître l'impôt foncier scolaire comme source de financement des écoles. Ce qui est intéressant à remarquer bien, c'est l'échéancier. Ça va commencer en 2023, lors de la prochaine année électorale. Et ça se ferait à coût de 10 % jusqu'en 2033. Et pourquoi en 2023? Parce qu'on prévoit l'équilibre budgétaire en 2022. Et quand j'ai dit à Jean-Philippe cet élément d'information ce matin, il dit oui, ils vont le payer comment? Ah, il dit, avec une plus grande efficacité gouvernementale. C'est ce qu'on va. Donc, on va faire la présentation en 3 parties principales. Il y a un cadre d'analyse que Jean-Philippe a développé pour vous présenter. Puis, je vais revenir parler de l'impôt foncier, entre autres parce que je me suis intéressé également il y a 10 ans avec Pierre-Alain Saponu. Et Jean-Philippe, finalement, va présenter les transferts. Moi, je suis convaincu que c'était très libéral avant, mais je ne pense pas. Jean-Philippe? Donc ça, c'est ce que François vient de présenter. On va partir avec le cadre théorique. Dans la question qu'on s'est posée, c'est la question qu'on se pose toujours, on met un cadre théorique sur les finances publiques, c'est pourquoi est-ce qu'on met des fonds publics dans ça? On est parti au début avec l'idée que l'éducation, c'est un bien méritoire. Donc, c'est un bien privé méritoire. Privé, pourquoi? Parce que les bénéfices sont essentiellement captés par celui qui prend l'éducation, il part avec le bénéfice, donc c'est un bénéfice privé. Méritoire, pourquoi? Parce que comme on juge que c'est tellement important, c'est tellement important qu'on le finance avec des fonds publics, on en fait un accès gratuit. Et on va même au-delà en éducation, ce qui est particulier, c'est très rare dans les biens et services, c'est que souvent la fréquentation est obligatoire. Ce n'est pas juste un bien qu'on produit et qu'on peut consommer gratuitement, c'est un bien pour lequel on est contraint de consommer. Donc, ça donne une caractéristique très particulière à ce bien-là. On va se poser la question, pourquoi on va jusque-là? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que l'éducation, c'est un bien privé.
il y a une partie du bénéfice, effectivement, qui est captée de manière privée. Il y a beaucoup d'éléments à l'éducation quand on le décortique en petits morceaux. Il y a beaucoup d'éléments de l'éducation qui sont des éléments, en fait, non marchands, qui s'apparentent, entre autres, à des biens collectifs. L'exemple que je peux donner, c'est qu'en éducation, on va souvent avoir deux volets de l'éducation, c'est-à-dire on apprend à écrire, à compter, on apprend les sciences. Ça, vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, puis vous allez apprendre à écrire à peu près de la même façon, vous allez apprendre à compter de la même façon, puis les sciences vont vous donner à peu près les mêmes résultats partout. Ça ne change pas. L'autre portion de l'éducation, c'est la portion cohésion sociale. La portion où on essaie de donner des valeurs aux gens, puis on essaie de leur inculquer une façon de penser. Ça, vous allez aller d'un pays à l'autre, ça va varier énormément. Pourquoi est-ce que l'éducation historiquement était financée par l'Église? Ben, c'était le véhicule d'endoctrinement des Églises. Donc, pour eux, ça valait la peine de le fournir gratuitement. Donc, dans n'importe quel pays, même quand on regarde la Révolution française et la Révolution américaine, l'émergence de l'école publique vient de ces révolutions-là pour étant une façon de former la population aux valeurs républicaines. Donc, il y a toujours cette portion-là qui n'est pas au bénéfice de l'élève, parce que l'élève quitte l'école avec ce capital-là, ça ne lui donne rien s'il bouge, s'il change de pays ou change d'endroit, ça ne lui a absolument rien donné. C'est la société ou, disons, les autorités qui en bénéficient, et c'est la raison pour laquelle non seulement l'éducation est gratuite, mais elle est aussi obligatoire. C'est parce qu'il y a des éléments qu'on va inculquer dans les écoles qui sont les caractéristiques de biens collectifs, c'est-à-dire que ça sert la cohésion sociale, ça ne sert pas les intérêts privés. Il y a aussi des effets externes à l'éducation, il y en a beaucoup. On a toutes sortes d'études qui nous disent que les milieux les plus éduqués ont moins de criminalité, les milieux les plus éduqués ont des fonctionnalités, ça va stimuler la croissance économique. Donc, éventuellement, il y a des gens qui n'iront jamais à l'école qui vont bénéficier du fait que les voisins sont allés. À ce moment-là, il y a des effets externes. Quand il y a des externalités, on va dire qu'il y a une logique de financement public. Ce qu'on appelle l'asymétrie d'information, c'est important de comprendre que on peut toujours dire à un élève, oui, on va investir en éducation, puis éventuellement, dans 30 ou dans 40 ans, ça va rapporter. Il y a un délai qui est immense entre le moment où on consomme l'éducation puis le moment où le bénéfice va être généré. Et c'est impossible de porter en garantie les connaissances acquises. Donc, c'est un bien d'investissement qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres biens d'investissement parce qu'on n'est pas capable de mettre en garantie quoi que ce soit. L'autre aspect de la symétrie d'information, c'est que généralement, c'est les adultes qui prennent la décision de l'éducation pour un enfant qui, lui, n'a pas pris la décision. Donc, l'élément de consentement dans la consommation d'éducation est difficile à prendre en compte parce que les jeunes ne sont pas capables de consentir. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment la symétrie d'information. De là, l'idée encore d'un autre argument qui soutient le financement public ou la production publique de ce service-là. Et le dernier, c'est celui du monopole naturel. C'est quoi le monopole naturel? Généralement, tous les services en réseau sont des monopoles naturels de par leur définition, c'est-à-dire plus un joueur devient gros, plus il va monopoliser l'ensemble du marché. Ça devient impossible de compétitionner pour les plus petits joueurs. Une école n'est pas un monopole et ne fonctionne pas en monopole naturel. Dans les grandes villes, on est capable de fréquenter plusieurs écoles et les mettre en concurrence. Ce qui joue sur l'idée de monopole naturel, c'est généralement les standards qu'on va mettre sur l'éducation. L'éducation est généralement standardisée par des autorités centrales. Pourquoi? Parce qu'il faut que les jeunes, une fois qu'ils ont acquis l'éducation, puissent se promener dans l'espace et dire « Oui, j'ai passé à travers le diplôme école secondaire ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, c'est validé par le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, une fois qu'il a fait sa certification, bien, il va gérer un réseau d'écoles dans lequel lui peut certifier ou pas. Puis quand on n'est pas certifié, bien, on est dans un plus petit réseau. Ce plus petit réseau-là va être moins performant. Donc, l'idée de monopole naturel sur la standardisation des normes en éducation va faire en sorte que les autorités publiques vont être amenées à s'impliquer. Donc, tout ça, c'est un peu notre cadre théorique qui nous permet de comprendre que même si on pourrait supposer que l'école est un bien privé parce que le bénéfice est privé, en réalité, il y a beaucoup d'éléments de l'éducation. Et là, si on parle d'éducation primaire, secondaire, parce qu'on est souvent entré dans des débats où les jeunes disaient plus on arrive vers l'éducation supérieure, plus les éléments collectifs sont réduits, plus les éléments privés sont importants. Là, l'idée que généralement, c'est l'éducation primaire et secondaire qui est gratuite et accès obligatoire. Et quand on va vers l'éducation supérieure, on n'est plus dans la même réalité. Si on sait que l'État doit s'investir, après ça, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel palier de gouvernement devrait être investi dans l'éducation. Est-ce que ça doit être le gouvernement central ou les gouvernements locaux? Donc, quel niveau de décentralisation? La plupart des études sur l'efficacité de l'éducation montrent que les systèmes décentralisés fonctionnent mieux. Donc, quand c'est les gouvernements centraux qui prennent toutes les décisions,
au final, c'est moins profitable que s'il y a une partie des décisions qui est renvoyée vers des unités locales. C'est ce que les recherches nous montrent là-dedans. Pourquoi? En fait, parce que dans la production, l'éducation, il y a peu d'externalités négatives à grande échelle, c'est-à-dire de territoire à territoire. Il n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle non plus, ce qui fait que les unités locales sont quand même assez habiles à fabriquer de l'éducation. Il peut y avoir des diversités dans les préférences locales, c'est-à-dire que toutes les localités n'ont pas nécessairement envie d'avoir le même contenu dans l'éducation. Encore là, quand on parle de sciences, d'écriture, lecture et de mathématiques, vous avez partout, c'est très, très similaire. Mais les autres contenus peuvent varier dans l'espace, puis il peut y avoir des préférences locales qui sont divergentes. Et c'est toujours bon aussi d'avoir un milieu avec plusieurs unités qui vont se compétitionner. Pas nécessairement se compétitionner directement sur chaque élève, parce qu'on sait que, par exemple, les écoles primaires, c'est des écoles de quartier. Donc, on est attaché à une école, c'est une sorte de monopole très local. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, ça nous permet de faire des étalons de mesure, puis de s'apercevoir que certaines écoles ont innové sur certains points alors que d'autres n'ont pas. Cette compétition-là crée de l'effervescence, améliore la qualité de l'éducation au public. Ce qu'on sait en contrepartie, c'est que plus on décentralise le financement, plus il risque d'y avoir des régions riches et des régions pauvres qui n'auront pas les mêmes niveaux d'éducation. Donc, la décentralisation a des vertus en termes d'amélioration de l'efficience et de l'efficacité. Par contre, au niveau de la redistribution de la richesse, ça prend généralement une autorité centrale pour le faire. Donc, de là l'idée qu'on s'attend à ce que l'éducation, ce ne soit pas que des gouvernements locaux qui la financent. On s'attend à ce qu'il y ait une sorte d'implication d'un gouvernement central et des gouvernements locaux qui vont faire en sorte qu'on peut à la fois redistribuer des ressources par des transferts, mais aussi avoir une portion qui peut venir, qui est autonome autant en financement qu'en décision, qui pourrait être locale à travers une unité locale comme les commissions scolaires. On a essayé de faire une synthèse de tout ça pour essayer de comprendre. Donc, c'est sûr qu'on n'a rien chiffré. C'est un cadre théorique, donc on est vraiment plus dans l'élaboration théorique de savoir qui devrait faire quoi et quels sont les bénéfices. Donc, on est parti de l'idée qu'il y avait des bénéfices privés et des bénéfices collectifs, que les bénéfices collectifs pouvaient être plus locaux ou de manière plus globale. Puis, quand on prend l'enseignement des connaissances, l'enseignement des connaissances, mathématiques, lecture, écriture, sciences, on s'aperçoit que ça, c'est un bénéfice essentiellement privé. De là, l'idée qu'on a mis 3 étoiles, c'est surtout là que le bénéfice va être pris. Il peut y avoir des externalités intéressantes. Une population éduquée génère certaines externalités positives. On suppose que ce n'est pas nécessairement des retombées locales qu'il peut y avoir. Donc, si dans une localité, on fait beaucoup de connaissances, ça va se répercuter sur les localités ailleurs. Donc, on suppose que s'il y a un bénéfice social, il est plus d'ordre national que local. Au niveau de l'enseignement des savoirs et cultures, là, on croit que le bénéfice est essentiellement collectif. Généralement, va toujours être piloté par un gouvernement national qui va imposer certaines valeurs qui, elles, vont se répercuter dans les systèmes d'éducation. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs enseignées dans une société démocratique que dans une société qui n'est pas, etc., etc. Au niveau de la vie sociale, ça, c'est toutes les activités parascolaires qui vont être greffées à l'école. Ces activités-là ont un bénéfice privé, oui, et c'est probablement le bénéfice qui est le plus important. Cela dit, ça se substitue beaucoup à d'autres activités qu'on va retrouver dans des collectivités locales, d'où l'idée qu'on pense qu'il y a une externalité, un bénéfice social qui est d'ordre local. Au niveau des infrastructures, les bibliothèques ou les gymnases, par exemple, c'est des infrastructures qui servent l'éducation, mais en dehors des heures d'éducation, ces infrastructures-là peuvent être aussi récupérées. Généralement, sont récupérées par les communautés locales. Donc, il y a un bénéfice pour l'enseignement qui est lié aux infrastructures, mais il peut y avoir un bénéfice collectif aussi qui sort de là, qui est essentiellement d'ordre local. Quand on parle au transport par autobus, qui est aussi une composante de l'éducation, on pourrait l'évacuer complètement, mais dans la mesure où on veut que l'éducation soit accessible et obligatoire gratuitement, éventuellement, il faut aussi fournir le transport. Essentiellement, le bénéfice est privé. Si on décide d'habiter loin de l'école, on en bénéficie beaucoup. Si on décide d'habiter proche, on n'en bénéficie pas du tout. À ce moment-là, c'est vraiment le choix des acteurs privés qui génère ce coût-là. Par contre, à certains endroits, on va prendre les transports collectifs, les transports scolaires, on va les mixer ensemble, ce qui va donner, dans le fond, l'impression que le transport scolaire a les mêmes caractéristiques que les autres modes de transport collectif qui, eux, ont des externalités positives au niveau local essentiellement. Puis quand on parle des repas et services de garde, ça, c'est un bénéfice privé essentiellement, à un point tel que même dans notre système à nous, ce sont généralement les services tarifés dans les écoles parce qu'on juge que ce bout-là a essentiellement une retombée privée et qu'il n'y aura pas nécessairement de bénéfice qui va au-delà du service rendu. Tout ça pour dire,
on a établi quel niveau de gouvernement et que les gouvernements devraient financer. Maintenant, François va dire avec quels outils. Bon, alors, ça, le graphique qui est là est pour le Québec en 2018. On se rend compte que les transferts de l'État québécois aux commissions scolaires financent plus que 3/4 des dépenses des commissions scolaires. Donc, des transferts financés par des impôts généraux, revenus, transactions, et par des transferts fédéraux, de transferts. Et donc, l'impôt foncier est à 13 %. C'est pas énorme. Historiquement, l'impôt foncier est beaucoup plus important, on verra plus tard. Et comme Jean-Philippe indiquait, si on retourne dans l'histoire, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce sont des organisations laïques de la scolarisation se fait en général sur une base municipale. Si vous retournez en anglais, vous allez voir le Montreal School Board. C'était un comité de la ville initialement. À un moment donné, les villes vont dire ouais, c'est pas tellement nos affaires, on va mettre ça séparément, on va vous donner un pouvoir d'aller chercher les impôts. Et l'impôt qu'on va chercher, c'est l'impôt foncier, parce que c'est ce que les municipalités avaient. Donc, dans le fond, on va se diviser en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on va se diviser l'assiette foncière entre le domaine scolaire et le domaine municipal, l'entretien des routes, services policiers, pompiers, etc. C'est pas ce qu'on observe ailleurs. Okay? Donc, on ne peut pas dire que ce soit un modèle nécessaire, mais c'est un modèle courant, c'est un modèle auquel nous, on se réfère spontanément, parce que c'est ce qu'on a connu ici. Et donc, si on regarde tout d'abord au niveau des provinces canadiennes, donner une idée de diversité, on a 5 provinces, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. Ben, on a, dans certains cas, des taux provinciaux élevés. Prenons le plus gros voisin, l'Ontario, dans le milieu. On a des taux fixés par la province depuis le milieu des années 80. On a un taux d'imposition résidentielle scolaire et des taux d'imposition non résidentielle. Il n'y a aucune logique. Ça reflète le moment où on a pris la décision de remplacer l'autonomie locale par une décision provinciale. On a uniformisé au niveau résidentiel. On a dit au niveau non résidentiel, commercial, industriel, bon, le monde ne le voit pas. Ça reste comme c'était. Il y a dans la loi une intention d'harmonisation vers un taux. Dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas fait. Mais c'est là. Bon, en Colombie-Britannique, par ailleurs, c'est un taux fixé par la province, ça varie par type d'habitat. Je ne peux pas tous les mettre, il y en a une quinzaine. Tant pour un fermier, tant pour un commercial, tant pour l'industriel, tant pour ci, tant pour ça. Au Québec, ce sont des taux qui étaient fixés par les commissions scolaires, mais dans un cadre paramétré. Donc, en tenant compte de la richesse foncière, en tenant compte des paramètres, en tenant compte d'un maximum, et avec un mécanisme de péréquation. Donc, dans la pratique au Canada, il y a beaucoup d'impositions foncières qui sont utilisées. Les provinces qui ne sont pas là, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve ne l'utilisent pas. Okay? Ce sont des petites provinces. J'ai mis les plus grandes provinces, par exemple, c'est la Nouvelle-Écosse, et on l'utilise. Et le débat de fait au Manitoba, que je vous ai dit tout à l'heure, était nous sommes la dernière province où on utilise autant cet outil. Je pense qu'on n'a pas tout à fait raison. Je pense que Saskatchewan est aussi important, mais ce sont les deux provinces des prairies. Et c'est le plus bizarre, l'Alberta, en fait, c'est un impôt foncier qui est fixé par la municipalité en fonction de ce que le gouvernement provincial lui demande de verser aux commissions scolaires sur son territoire. Donc, ce n'est pas un taux d'impôt fixé par la commission scolaire, ce n'est pas un taux d'impôt fixé par la province, c'est un taux d'impôt que la municipalité doit mettre en place parce qu'on lui demande de financer quelque chose. Donc, très grande diversité de mécanismes. Probablement pas beaucoup de réflexion sur l'importance que ces impôts devraient avoir par rapport à ce que Jean-Philippe identifiait comme des fonctions locales. On peut imaginer pour être plus facilement financé par un impôt foncier local. Maintenant, quelle est l'importance de ces impôts? Ça, c'est un des deux tableaux. Vous allez voir, il y a un petit problème de mesure. Alors, en Alberta, par exemple, les impôts en 2014-2015, la dernière année qu'on avait en moins de fermeture, en Alberta, c'est 21 d'impôts locaux. Au lieu du principe noir, c'est 0.
le chiffre le plus élevé, c'est le 37 au Manitoba. Bon, ça ne sonne pas à 100 parce qu'il reste toujours les petits frais de garde, la vente de repas, la location du gymnase, des choses comme ça. Et donc, le Québec était à 16 Donc, si on enlève des zéros, était le plus bas. Là où on avait décidé de maintenir une certaine fonction d'imposition scolaire un peu importante, on retrouve quand même le Québec comme étant le plus bas. Donc, c'est un peu différent de 25 pour le Canada. Le Québec est le plus bas dans l'histoire de la fiscalité foncière au Québec. Il y a eu deux grandes réformes, celle de M. Parizeau, qui ministre des Finances en 79-80, où il avait essentiellement enlevé le champ d'impôt foncier scolaire aux commissions scolaires, il avait transféré comme impôt foncier local et avait réduit les transferts provinciaux de 2 points de pourcentage de taxes de vente québécoises qui allaient aux municipalités, étaient plus versés et devaient donc servir à financer par des transferts des commissions scolaires. Et durant les années 90, durant une crise économique, M. Ryan, qui était ministre des Affaires municipales, a défait en partie la réforme de M. Parizeau, n'a pas redonné plus d'argent aux municipalités, mais a permis aux commissions scolaires de réoccuper une partie plus grande du champ d'impôt foncier, essentiellement parce qu'on manquait d'argent. Ce n'est pas le même chiffre, c'est le même organisme, c'est Statistique Canada. Statistique Canada sort deux séries de données sur le financement et l'importance des impôts fonciers et donne des résultats différents. Les chiffres sont en rouge, c'est les trois chiffres différents tout à l'heure. Et l'Ontario, pourquoi j'ai mis de jaune? Parce qu'il n'est pas différent. Je ne comprends pas. J'ai appelé Statistique Canada et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai essayé de comprendre. Je vais abandonner à un moment donné, je ne peux pas me battre avec ça. L'idée, c'est que ce deuxième tableau, ce chiffre plus bas, peux-tu venir en arrière? Faisant la flèche d'en haut. Ce chiffre plus bas, regardez 31, 35 versus 2 plus 0, c'est l'idée que pour qu'on dise que c'est un impôt foncier local, il faut qu'il y ait de l'autonomie. Il n'y aurait pas suffisamment d'autonomie dans ces provinces-là, donc on ne le classifierait pas comme un impôt autonome. Mais à ce moment-là, l'Ontario, il y a des décisions provinciales, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas changé. Donc, juste pour vous dire que déjà, mesurer l'importance peut donner un résultat un peu différent. On est passé de 35 à 17 pour le Canada. Et ça, c'est une indication à travers le temps, 75, 95 puis 2014, l'importance de l'impôt foncier pour 7 ensembles de commissions scolaires par province. Pour l'Alberta, ça monte, ça redescend. Pour le Britannique, ça descend, ça remonte. Manitoba, ça peut juste descendre un petit peu, mais c'était les plus élevés, puis il restait les plus élevés. Nouvelle-Écosse, ça a beaucoup baissé. Ontario, ça monte, ça redescend. Le Québec, ça descend, ça monte. Saskatchewan, alors, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de très clair, mais si on regarde l'ensemble, mais ce qu'on constate en général, c'est qu'en 1975 et 2014, le chiffre de droite, le chiffre de 2014 est toujours plus petit, sauf pour l'Alberta. Et si on regarderait entre 1995 et 2014, ben là, ça serait le Britannique, ça serait pas vrai. Je suis capable de vous donner une histoire tout à fait cohérente qui dirait que la modification de l'importance de l'impôt foncier, on est capable de vous dire, oui, c'est spécifique par tel changement. Beaucoup de décisions politiques, comme le Code québécois, je fais ça dans un instant. Bon, avant d'aller au Code québécois, on a fait quelques comparaisons internationales. Aux États-Unis, la moyenne est de 45 %. Rappelez-vous, on avait soit 35, soit 15, on n'avait pas 45. Ça varie entre 4 % au Vermont et 66 % en Illinois, l'importance de l'impôt local, en général foncier. Il peut y avoir des taxes de vente scolaire, des fois, mais en général foncier. Donc, j'ai mis 35 impôts fonciers du 45 %. Et donc, on voit une plus grande variable, c'est une plus grande importance absolue aux États-Unis, à nouveau pour 2014. En France, on a 28 % de financement local, dont 8 % par l'impôt foncier. On a calculé la part d'impôt foncier dans le financement local. Les communes, départements et régions françaises sont respectivement responsables de l'entretien et de l'équipement des écoles primaires, des collèges et des lycées.
Donc, ils ne sont pas responsables du financement des salaires. Ils ont aussi des fonctions souvent auxiliaires d'enseignement également qui sont financées dans son communauté. En Angleterre, c'est le financement central transité par les municipalités. Il n'est pas vraiment pas possible de lier ça à l'impôt foncier. En Suède, c'est le financement local par l'impôt sur le revenu local. Les municipalités suédoises se financent surtout par l'impôt sur le revenu local. L'impôt foncier en Suède, c'est rien essentiellement. C'est l'impôt sur le revenu local qui est vraiment la source de recettes des municipalités. Et la réforme québécoise, les facteurs explicatifs qui ont été évoqués étaient le différentiel vertical anglophone-francophone. Sur un même parcelle de terrain, il y avait deux choix possibles de taux de taxation foncière scolaire, une commission scolaire anglophone et une commission scolaire francophone. Les propriétaires n'ayant pas d'enfants fréquentant l'un ou l'autre réseau scolaire pouvaient choisir le taux qui leur convenait, en général le plus bas. Et donc, ça créait une compétition fiscale, mais qui n'avait aucune conséquence sur les services, puisque vous ne consommez aucun service scolaire directement. Et donc, on a observé une érosion. En général, il y avait une exception, mais en général, les taux d'impôt foncier anglophones étaient plus bas que les taux d'impôt foncier francophones. Et donc, d'anciens payeurs de taxes de mesures scolaires francophones, leurs enfants étaient à l'école en français, se déclaraient ensuite, en guillemets, anglophones pour faire les taxes scolaires. Donc, ça créait une première tension. Et il y avait un différentiel horizontal, disons, francophone, ou anglophone, c'était moins important, où des gens habitant deux villes adjacentes de la Lune, dans deux territoires de commissions scolaires différentes, disaient pourquoi je paye pour deux maisons construites la même année, la même nature, etc. Pourquoi je paye 150 ou 200 $ de plus? On ne parle pas de milliers de dollars de différence, hein? Mais on parle peut-être de 250 à 200 $ de différence entre des raisons qui, par ailleurs, étaient tout à fait similaires. Donc, ça crée également une deuxième tension. Donc, la réforme libérale, la réforme sur le prieur, c'est une harmonisation régionale. Régionale, ce sont les régions administratives du Québec. Donc, une harmonisation intra-régionale au plus bas taux de la commission scolaire de cette région. Mais ça ne crée pas d'harmonisation interrégionale. Et donc, le problème des frontières, il y a maintenant moins de frontières. Au lieu d'avoir autant de frontières qu'il y avait de paires de commissions scolaires possibles, il y a maintenant autant de frontières qu'il y a de paires de régions. Comme il y a moins de régions de commissions scolaires, ça crée moins de frontières où les gens disent comment ça se fait qu'à côté de chez moi, ils payent plus cher, ou moins cher. Mais il reste le problème des frontières. La réforme sous le gouvernement actuel de la CAQ, c'est une harmonisation provinciale au plus bas taux sur 3 ans. Donc, nos amis de Manitoba le faisaient dans 4 ans sur 10 ans. Au Québec, on le fait maintenant sur 3 ans pour harmoniser au taux le plus bas. Mais rappelons-nous, dans Manitoba, ils font disparaître le taux dans 10 ans. Ici, on harmonise au taux le plus bas, on ne fait pas disparaître entièrement. Et donc, ça implique une croissance du pourcentage des transferts dans le financement des commissions scolaires. Et, je disais au début, ça explique qu'on se soit retourné dans la question des transferts en milieu d'études du sujet du financement des écoles, puisque les besoins en termes de savoir avaient changé. Et donc, Jean-Philippe, vous Donc, on n'a pas analysé tous les transferts. On s'est vraiment posé une question très spécifique dans l'ensemble des transferts. Vous avez ici un peu le tableau qui résume l'ensemble des transferts qui partent du gouvernement du Québec, qui s'en vont vers les commissions scolaires. Évidemment, le gros morceau de tout ça, c'est ce qu'on appelle le montant de base, qui est lié à la fonction d'éducation. Donc, en gros, ça sert à payer les salaires des enseignants. Et c'est ce gros morceau-là qui part vers les écoles. Ensuite, vous avez des ajustements aux allocations, donc le fameux montant de 2 milliards 193 millions, qui va être dû à des particularités pédagogiques, entre autres pour tous les services qui viennent en appui à l'éducation, vont être financés dans cette enveloppe-là. Et là, évidemment, ce n'est pas nécessairement un montant par élève, il y a toutes sortes de paramètres qui vont intervenir là.
Et dans ces ajustements-là, il y a une sous-catégorie qui s'appelle région et petits milieux. Nous, on est allé explorer cette sous-catégorie-là qui représente, dans le fond, des transferts de 98 millions de dollars. Et on s'est intéressé aussi à ce qu'on appelle l'organisation des services. Il faut faire attention, l'organisation des services, le transfert vers les municipalités est de moins 220 millions. Pourquoi moins 220 millions? C'est que l'organisation des services, et selon la description du financement des commissions scolaires, devrait être financée par les impôts fonciers. Donc, il y a un 1,6 milliard, si je me souviens bien, qui s'ajoute dans l'organisation des services. Dans ce 1,6 milliard-là que les commissions scolaires vont prélever en impôts, le gouvernement va transférer de l'argent vers les services de transport, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'autrement dit, il faut faire une ponction dans ce que les municipalités vont mettre là-dedans, ce qui donne le moins 220. Okay? Donc, on ne va pas nécessairement enlever de l'argent dans l'éducation. C'est une mesure comptable. Mais dans ce moins 220-là, il y a quand même des choses positives, c'est-à-dire le gouvernement va quand même financer positivement certains éléments qui sont liés à l'organisation des services. Donc, l'organisation des services, en gros, c'est les directions d'école, tout ce qui est administratif, tout ce qui est plus gestion des bâtiments et tout ça, là, ce qui n'est pas l'enseignement. Okay? C'est l'autre portion. Là-dedans, on va tenir compte de facteurs géographiques particuliers. Et nous, les facteurs géographiques particuliers, c'est un peu ça aussi l'élément qu'on a fait ressortir. Je tiens juste à attirer votre attention, là, si on additionne le 98 et le 43, là, puis qu'on brasse ça beaucoup, là, on arrive à 1,5 de tous les montants de transfert vers la municipalité. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose qui est particulier. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a attiré notre attention sur ce qu'on appelle les écoles, les petites écoles, les écoles éloignées et les écoles en perte d'effectifs. Donc, on voulait qu'on se pose la question sur quelles sont les modalités? Parce qu'on peut envoyer de l'argent, puis on dit, c'est simple, l'éducation, c'est par tête de pipe, on envoie ça partout. On s'aperçoit que dans certains milieux, les besoins ne sont pas les mêmes que dans d'autres et qu'il y a certaines caractéristiques du territoire géographique qui vont faire en sorte que la difficulté à gérer des écoles, soit qu'on a des petites écoles, les défis sont un peu plus grands. Les écoles éloignées, c'est vraiment les territoires de commission scolaire, les distances à parcourir sont très grandes, puis on va morceler. Souvent, c'est une combinaison de facteurs. Dans les régions plus éloignées, non seulement les écoles sont éloignées, souvent elles sont petites. Et l'autre, c'est les effectifs en déclin, puis souvent, ça aussi, ça se trouve être dans les mêmes régions. Donc, les effectifs en déclin, c'est là où la population est en déclin. Donc, année sur année, c'est difficile de faire le budget parce qu'on coupe tout le temps dans le budget lié aux effectifs. Donc, quelles sont les mesures qu'on met en place pour faire en sorte de pallier ou d'atténuer l'effet des déclins? Il y a beaucoup de mesures qui s'inscrivent là-dedans. Nous, ce qu'on a fait, c'est une étude comparative à savoir, nous, au Québec, ça nous inquiète. Donc, on a mis en place des financements particuliers pour les écoles petites, éloignées ou des effectifs en déclin. Est-ce que c'est une pratique qui est seulement au Québec ou est-ce que c'est quelque chose qui est commun? En Ontario, ça se fait aussi. En Colombie-Britannique, ça se fait aussi. Et on est allé chercher des États américains. Et là, Stéphanie, corrige-moi, mais je pense qu'on en a ciblé ceux qu'on savait qu'il y avait des mesures. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il y en a partout, on ne les a pas tirés au hasard. Là. On essaie de voir quelles sont les mesures qu'ils mettent en place lorsqu'ils mettent des mesures pour ces particularités-là. On a aussi souligné qu'il y avait une population pas trop loin de celle du Québec, une certaine taille. On ne voulait pas prendre le New Jersey parce que c'est petit en taille, ou encore, je ne sais pas, le Wyoming qui a 500 000 personnes. En fait, c'est que c'est dur d'avoir une école éloignée au New Jersey. Donc, si on voulait des États qui avaient une superficie suffisamment grande pour que sur leur territoire, on pense qu'il puisse y avoir une école éloignée, isolée, ou une population en déclin. Donc, on est vraiment allé dans des États où on se dit on va retrouver ce genre de caractéristiques-là, puis on va essayer de voir ce qu'ils font eux aussi. Je n'irai pas dans le détail de toutes les mesures. On va présenter ça de manière très brève parce que graphiquement, on peut arriver quand même assez rapidement à notre conclusion. Il y a une mesure qui existe pour les petites écoles. Donc, autrement dit, quand on envoie les transferts vers les petites écoles, on envoie le transfert de base comme tout le monde va le recevoir. On va faire certains ajustements pour des besoins spécifiques. Puis après ça, on va dire, parce que vous êtes une petite école, on va rajouter quelque chose qui équivaut à, et là je donne la formule qui est ici, là, pour un bâtiment qui aurait un maximum de 60 élèves. Donc, on parle vraiment des petites écoles. On va envoyer 542 $ multiplié par le nombre d'élèves.
pour celles qui ont moins de 60. Et entre 60 et 160, on va vous envoyer 3 250 $ moins le nombre d'élèves moins 60 multiplié par 325 élèves. Qu'est-ce que ça donne quand on envoie tout ça? Bien, ça donne une sorte de graphique, et graphique juste en dessous, en triangle. Généralement, quand on est dans ce type de mesure-là, on a souvent des graphiques en forme de cloche. Pourquoi on a des graphiques en forme de cloche? Bien, si vous avez une école de zéro, on ne vous envoie pas de subvention. C'est simple, vous n'avez rien à subventionner. Et comme vous êtes petit, on veut subventionner le fait que vous êtes petit, mais vous ne devez pas être trop petit. Donc, plus vous êtes petit mais gros, on vous envoie de l'argent. Mais du moment où vous allez atteindre le fameux 160 élèves, vous n'êtes plus petit. Donc, ça retombe à zéro. Donc, éventuellement, il faut absolument que la subvention ait une forme de cloche. C'est la même chose pour ce qui est la mesure pour soutenir la vitalité des communautés. Pour soutenir la vitalité des communautés, il y a une formule, 532 multiplié par le nombre d'élèves pour les écoles de moins de 30 et 15 960 pour une école qui a un bâtiment pour 30 à 60, puis après 60. Donc, évidemment, vous pouvez tout à la fois être dans une petite communauté, avoir une petite école dans une communauté qui bénéficie de subventions de la vitalité des communautés, puis vous pouvez ajouter à ça c'est les mesures, il y en a plusieurs, moi je ne vous en montre que 2, et vous les additionnez toutes, un après l'autre, un par-dessus l'autre, et après ça, ça devient très complexe d'essayer d'expliquer à une commission scolaire pourquoi elle a reçu autant d'argent, comment est-ce que je fais pour détricoter tout ça, puis d'arriver au financement, puis pourquoi celui qui en avait 61, il ne l'a pas eu, celui qui en avait 59, il y en avait. Donc, c'est vraiment des mesures qu'on va généralement mettre pour pallier des problèmes, puis on va les additionner une après l'autre, sans nécessairement qu'il y ait une cohérence parfaite entre toutes elles. La question qu'on peut se poser, c'est si nous, on fait ça chez nous, ailleurs, est-ce qu'ils ont vraiment des idées de génie pour faire ça? Ce qui est ressorti de notre étude, c'est que non, il n'y avait pas de... On trouvait ça un peu bizarre, la façon que ça fonctionnait chez nous, mais ça fonctionne sensiblement de la même façon en Ontario, en Colombie-Britannique. Ce n'est pas exactement les mêmes formules, ce n'est pas exactement les mêmes seuils, mais c'est toujours la même intention, c'est-à-dire d'essayer de fixer pour les caractéristiques écoles isolées, petites écoles, effectifs en déclin. Effectifs en déclin, c'est ce qui est le plus simple. Là, généralement, nous, ici au Québec, c'est qu'on a capé le déclin à 1 %. Donc, si vous perdez 3 % de clientèle par année, bien, on va faire comme si vous n'avez juste perdu 1. Donc, ça, c'est assez facile. Ces mesures-là sont plus simples et plus claires. Et quand on arrive dans les petites écoles, bien, c'est qu'est-ce qu'une petite école? Une école isolée, qu'est-ce qu'une école isolée? Puis comment est-ce que je peux mettre en place des facteurs? Vous avez en haut à droite la Colombie-Britannique qui, pour différents types d'écoles, soit secondaires, soit primaires, dépendant de la taille des effectifs, va envoyer mais on a encore la fameuse forme en cloche. Vous arrivez au Minnesota aussi pour les petites écoles, c'est une forme de cloche de financement. C'est-à-dire si vous êtes petit, trop petit, vous n'en avez pas, mais si vous êtes petit, moyen petit, vous en avez beaucoup, mais si vous êtes trop petit, vous n'en avez plus. Donc, ça suit cette forme-là. Et ça qui nous a fasciné beaucoup, c'est au Colorado. C'est-à-dire que c'est un indice de pondération qui s'ajoute sur les transferts qu'on envoie. Et là, il y a une série de seuils. Donc, à chaque fois qu'on multiplie par le nombre d'effectifs, quand on atteint un seuil, ça coupe. Puis là, il y a une série, là, ça va remonter pour les effectifs, on va atteindre un autre seuil, ça coupe. Puis là, bien, c'est là, l'image Colorado, ça ressemble à un électrocardiogramme. Donc, autrement dit, quand votre effectif augmente, vous allez avoir plus ou moins d'argent, dépendant que vous atteignez ou pas un seuil. Ce qui fait que quand vous additionnez ça avec d'autres mesures qui peuvent avoir des formes pareilles, mais pas avec les pics aux mêmes endroits, ça vous donne un financement qui peut être assez variable pour les commissions scolaires qui ont à composer avec des petites écoles, des régions éloignées ou des effectifs qui sont en décroissance. Donc, les premières conclusions qu'on tire de ça, c'est que le système de transfert canadien nous semble à nous être un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'ailleurs, on trouvait qu'il existait une mesure ou une autre mesure ailleurs. Chez nous, on a plusieurs mesures pour chacune des catégories, ce qui ajoute un élément de complexité. Quand on essaie de comprendre d'où ça vient, d'un regard extérieur, c'est difficile. Donc, on peut supposer que ça doit être, l'information doit être quelque part dans les ministères, c'est-à-dire, oui, on se souvient, ça c'est la réforme un tel, ça c'est la réforme un tel. Mais quand on regarde ça et qu'on essaie de l'extérieur d'obtenir des informations, souvent, ce n'est pas clair pourquoi c'est fait comme ça. Donc, ça devient difficile à expliquer. On sait, en regard de ce qu'on a, c'est qu'il y a une sorte d'empilement de mesures qui ont été faites. Donc, autrement dit, les réformes successives n'effacent pas les réformes antérieures. Donc, au final, on va empiler des équations une par-dessus l'autre.
sans nécessairement faire le ménage derrière. Donc ça ajoute aussi un élément de complexité. Mais ce qui nous a beaucoup étonné, c'est de voir qu'on essayait d'aller sur les bonnes pratiques. On a dit, on va essayer de sortir des éléments de bonnes pratiques ailleurs. On n'en a pas trouvé d'éléments de bonnes pratiques à ce niveau-là. La complexité de l'enjeu fait en sorte que partout où on essaie de créer ces paramètres-là, ça devient très difficile, c'est toujours complexe. Je vais laisser le mot de la fin à François pour les conclusions de notre étude. Essentiellement, les réformes récentes rendre les commissions scolaires québécoises prévent les transferts, c'est évident. C'est encore, ça va s'accentuer avec le temps. L'incertitude sur le mode de gouvernance locale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on ne sait plus si on a les commissions scolaires. Le gouvernement de la CAQ avait déjà l'intention, il y a 10 ans, je pense d'élection de 2007-2008, de faire disparaître les commissions scolaires. On réénoncé cette intention. Je ne sais pas quand, cette année, l'année prochaine. Mais ça veut dire que si on imagine un système de financement sur la base de commissions scolaires, on se trompe. Maintenant, ce qu'on a présentement, c'est un mélange de financement sur l'élève, la subvention de base, financement sur la taille de la classe, on vous a montré quelques exemples. Il y avait d'autres exemples de subventions, on n'a pas tout montré, qui étaient le financement sur la taille de l'école. D'autres financements sur la taille même de la commission scolaire. Il y a certaines contributions au coût fixe des commissions scolaires en fonction de leur nombre d'élèves dont ils sont responsables. Probablement qu'il faut essayer de recentrer ça le plus possible sur l'élève, de façon à pouvoir les agréger de la façon dont le gouvernement choisira de les agréger ensuite. Tu veux dire centrer sur l'élève, ça veut dire quoi? Essayer de tu déterminerais une qualité de service à pourvoir. Et après ça, tu dirais, dépendant où le service est rendu, le coût va varier. Imaginez, je vais répondre dans 30 secondes, là, mais je te peux dire, essentiellement, il y a un nouveau projet, le ministère de l'Éducation du Québec, Cyrano, qui va se pencher en partie sur cette question-là. Alors, oui, imaginons une espèce d'élève type qui est à la distance moyenne au Québec, avec un degré de problème de développement moyen, qui attirait une subvention. Donc, on pourrait imaginer les différentes caractéristiques moyennes d'un élève type du primaire ou type du secondaire, okay, qui attirait une subvention X. Okay? Et après coup, on dirait, ouais, mais de fait, c'est pas vrai. Ces élèves-là habitent, je ne sais pas, 2 fois la distance type des écoles. Donc, on attache à l'élève un montant pour le transporter à l'école. Ces élèves se retrouvent. La question la plus difficile, c'est que la rémunération des enseignants n'est pas uniforme sur leur ancienneté, elle est croissante avec leur ancienneté. François, oui. J'ai l'impression qu'il ne faut pas mélanger les questions d'éloignement, de transport. Oui. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de dire peu importe où va être l'élève, il recevra une qualité comparable. Oui. D'enseignement, d'encadrement, de soutien s'il y a des difficultés. Et le reste, c'est accessoire. Si je dois transporter pendant ça, c'est des éléments qui, à mon avis, sont plus facilement gérables et calculables que de donner une qualité de service semblable. Je ne suis pas identique, c'est pas possible, mais semblable. Et ça, évidemment, la taille de l'école peut jouer, il y a un paquet de choses qui peuvent jouer dans ça, mais je pense que la base, si tu te rapportes à l'élève, ce qui est important pour l'élève, c'est de dire, je suis à Montréal, je suis à Trois-Pistoles, je suis en 2e année, je sais qu'à la fin de ma 2e année, j'aurais eu une qualité de service qui m'a permis d'évoluer au même titre que les enfants du plateau Mont-Royal, par exemple. Non, mais tu sais, là, est-ce que c'est possible de partir d'une base comme ça? Après ça, évidemment, il est plus loin, moins loin, tu vas le voyager, ça ne change pas la qualité. C'est ça l'idée. C'est ce que moi c'est la manière que je vois ça. Je veux dire, c'est une norme. On finance un élève normé, essentiellement. On dit une qualité de service, là, qui va avoir un certain encadrement, je ne sais pas, 22 puis 24 élèves par classe, des choses comme ça. Et ensuite, on rajoute, bon,
comme l'école est petite, par exemple, disons, je vais devoir avoir certains montants supplémentaires pour couvrir des frais associations que je ne connais pas encore en poste de travail. Mais oui, l'objectif, c'est. Quand je parlais de transport, tout ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant sera à l'école et en revient nécessairement pour pouvoir y assister. Donc, c'est partie du package. Tu sais, quand tu parles de qualité de service rendu, c'est toujours le même maudit problème. Quand tu t'en vas dans des milieux où tu n'as pas les économies d'échelle, t'es foutu. Dans la même chose les hôpitaux. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas avoir un CHUM à Rimouski. Tu ne peux pas en avoir un à Trois-Pistoles. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend les gens de Rimouski pour les envoyer à Québec quand c'est trop compliqué. Et alors, tu sais, je veux dire, tu as à peu près le même problème. Tu as des enfants qui ont des habilités, des aptitudes probablement variables, qui ont aussi des problèmes différents. Qui n'ont pas de problème, d'autres des gros problèmes. Alors, comment leur donner, parce qu'ultimement, le financement, ça va venir après. C'est comment, jusqu'où tu peux aller pour leur donner une qualité semblable. Même problème avec la péréquation. Tu sais, quand tu regardes les territoires au Canada, je ne sais pas, ça va être rendu à 32 000 par personne là, pour donner à peu près des services comparables. Mais ils n'ont pas des services comparables. Nunavut, là, tu sais, je veux dire, le quai à la Lune, donc l'avion peut s'atterrir, tu as une tempête qui atterrit pas. Alors, tu sais, tout. Moi, je pense que vous devriez penser en termes, qu'est-ce qui arrive en santé? Parce que, tu sais, là, l'éducation, après ça, voir comment vous pouvez définir un service éducationnel semblable. Ça peut entraîner des coûts exorbitants à certains moments donné. Et, parce que si vous restez trop, à mon avis, dans la base comptable et un peu mécanique, à mon avis, vous auriez retombé dans la George. Donc, au départ, je veux dire, on n'est pas des spécialistes de la qualité de l'éducation. Nous, on veut savoir combien on envoie d'argent dans une école. Oui. On peut nous dire, bien, le niveau moyen, c'est tant. Donc, à partir de là, nous, on va dire, bon, bien, avec tant d'argent, vous avez une éducation de qualité, OK. Après ça, nous, on prend l'argent, on l'envoie en transfert. Mais là, il faut être capable d'avoir une formule, puis c'est là qu'est tout le défi. Parce qu'on a beau analyser ce qui s'est fait dans le passé, puis dire, ça fait des cloches, ça fait des cloches. Est-ce qu'au final, on va revenir tout le temps aux mêmes cloches? C'est pas impossible. Dans la mesure où si c'est la meilleure pratique, étant donné les contraintes qu'on a, ce sera la meilleure pratique, si on ne peut pas le présumer. Nous, ce qu'on a suggéré, c'est de dire, bien, peut-être qu'on devrait, on a empilé beaucoup de mesures. Donc, chaque mesure est venue régler un petit problème. Nous, on fait l'hypothèse qu'on pourrait effacer tout ça et de repartir d'une formule qui serait plus simple, plus transparente, puis qui arriverait proche du même résultat. Donc, l'idée, c'est la simplicité là-dedans, c'est-à-dire quels sont les paramètres que j'utilise? Parce que c'est sûr que si je peux connaître tous les enfants, tous leurs besoins, tous les salaires. Vous voulez juste simplifier la formule, mais pas la rendre. Ben oui, la rendre plus efficace si on peut. Mais l'idée, c'est que c'est sûr que si on connaît tous les étudiants, on connaît tous leurs problèmes, on connaît tous les enseignants, on sait toutes les dimensions de classe, les grosseurs d'école, à la fin, on pourrait dire, c'est simple, on va envoyer le chèque selon les besoins. C'est très difficile de déterminer les besoins, sinon que de le paramétrer. C'est là qu'il y a le défi. Parce que juste d'évaluer, puis les besoins sont infinis, ça on le sait, hein, si on peut aller dans des systèmes qui sont exorbitants, on ne s'arrêtera jamais. Donc, l'idée, c'est de savoir, une fois que j'ai une enveloppe à déterminer, puis je me dis, ça, c'est le maximum qu'on peut faire étant donné nos ressources, comment est-ce que je peux le paramétrer? Parce qu'on peut toujours aller en faire mieux. C'est sûr qu'on peut mettre plus d'argent en éducation, puis il y a toujours quelqu'un qui va avoir un besoin supplémentaire. Nous, ce qu'on cherche vraiment à savoir, c'est dans la mesure où on a déterminé combien de besoins on va financer, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que la répartition du financement soit efficace et équitable entre les différentes unités qui ont besoin d'être financées. Parce que ta question, Robert, quelqu'un de Trois-Pistoles, quelqu'un du plateau, mais c'est justement sa question d'équité, c'est ça. Il est fort probable que, vu la densité au plan de plateau, une série d'économies d'échelle, et ainsi de suite, que ça devrait coûter un peu moins cher en dollars d'offrir une qualité X d'éducation primaire qu'à Trois-Pistoles. Mais de combien?
et comment, c'est pas le meilleur indicateur. Parce que là, comme on a un paquet d'indicateurs, tu sais, on a montré deux là, pour les petites écoles, je ne sais pas lequel qui est le meilleur, hein, je n'ai aucune idée. Il faut qu'on regarde ça dans le prochain projet. Mais dans la mesure où on a plusieurs indicateurs, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il y a un fondement? C'était quoi le problème auquel on cherchait à répondre? Il est arrivé une crise à un moment donné, une crise de décroissance, une crise de. La veille d'élection provinciale, 15 commissions scolaires annoncent que les petites écoles vont fermer. On sait ce qui va arriver. Ils vont prendre des mesures temporaires pour l'empêcher. C'est quand tu prends tes petites écoles. Ouais. Tu sais, il y a peut-être des examens en québécois là, à certains niveaux. Peut-être des examens qui parlent de. À l'élémentaire, il y en a. Il y en a au secondaire. Ben là, tu sais, je vous dis, tu as quand même un élément de mensuration possible de la qualité de l'éducation des enfants là-dessus. Si surtout tu en as un nombre suffisant, et là, tu peux dire, écoute, au départ, on a un problème. On a un problème de qualité différentielle qui donne des résultats différentiels sur la performance des enfants. Comment puis-je les amener à avoir une. Tu sais, si tu avais des indicateurs de résultats, je sais pas si, surtout au secondaire, tu as un paquet d'examens qui sont passés au secondaire, qui sont les mêmes partout au Québec. Et je pense qu'on a des gens sérieux d'ailleurs qui ont déjà regardé ces choses-là. Là, tu pourrais dire, tu pourrais partir en disant, je vais essayer de donner les mêmes chances, des chances semblables aux enfants à divers niveaux, d'avoir un taux de réussite. Mais combien ça va coûter pour avoir ça? Là, tu pourrais voir les différences de services qu'il y a. Et là, tu retombes sur tes problèmes à toi. Ouais. Mais si tu as une base pour savoir comment je les distribue. Mais ça c'est la base de la prégunte. D'autres questions? Bon. En fait, moi j'avais levé la main parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Je peux m'impliquer dans les écoles, au-delà de ma vie. Mais il y a plusieurs choses. Sur la santé, je me méfierais quand même de prendre l'exemple sur la santé. Parce que, en fait, tous les besoins ne sont pas diagnostiqués. Je parle des besoins des enfants, tous les enfants qui ont des besoins de psycho, d'éducateurs, etc., tous les problèmes qu'ont les enfants d'apprentissage. Et on risquerait d'ouvrir la porte à plusieurs choses, ou alors, je ne sais pas. Mais il faut faire attention à ça. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne mesurerai pas uniquement sur le taux de réussite aux compétences C1, C2, au maths par exemple, la qualité, je le mesurerai aussi au fonctionnement de la classe, où je ne trouverai pas d'indicateurs de qualité, pas uniquement la performance. Souvent, ce n'est pas le meilleur prof. C'est quand même aussi, mais ce serait des partiels comme l'évaluation de la qualité des services. Puis, au niveau du financement, en fait, j'étais curieuse de la question portée sur. Mais en tout cas, j'ai tellement d'idées là, que je vais prendre des notes pour pouvoir me dire. Avez-vous une question, alors? Non? Moi, j'ai eu plein d'idées, mais en fait, je me suis demandé, parce que comme pour revenir dans l'histoire qui disait les diagnostics, tout ça, ça peut, une formule qui serait basée sur des diagnostics pour revenir à des. C'est pas les diagnostics, des directions d'école et tout, là, donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite, là, et qu'on a l'impression que c'est ce qui se passe un peu. Mais je me demandais, si vous travaillez avec un ministère de l'Éducation, y a-t-il moyen de penser travailler avec un ministère de Revenus pour faire un profil socio-économique du territoire scolaire, de financer selon, parce qu'on le sait, là, le profil socio-économique est extrêmement lié à la réussite scolaire. Ça, c'est moins manipulable que de dire, il y a tel problème, il y a tel problème. Ça se fait actuellement pour certaines subventions aux écoles. Par exemple, l'accès au petit déjeuner gratuit, là, par exemple, c'est relié aux problèmes socio-économiques des territoires qui sont construits, je ne sais pas exactement comment, il faut que j'aille voir. Construit selon moi, là, parce que en tout cas, mon secteur est considéré défavorisé, puis on se parle de chez nous, c'est pas défavorisé. Habitez-vous le plateau? C'est pas loin. Donc, je ne sais pas là, comment ils ont construit, j'ai l'impression que c'est basé sur des trucs de recensement pas super précis au niveau géographique, tandis que Revenu Québec, là, ils ont les gens avec leur code postal de résidence, tu peux placer rapidement les gens pour savoir c'est quoi le profil socio-économique dans le territoire de manière très précise. Tu sais quelles familles ont des enfants. Le défi là-dedans, c'est que nous, on sait qu'on va travailler en enveloppe fermée. Parce
que Juste avec les données du ministère. Non. Ben, c'est parce qu'à la base, c'est sûr qu'on pourrait essayer d'établir que les besoins sont plus grands que le financement actuel. C'est pas nécessairement notre objectif de recherche que de montrer que les besoins sont plus grands que le financement actuel. C'est pour ça que je dis, parce que c'est ça, c'est en quelque part, on peut essayer d'évaluer plein de choses, mais à la fin, c'est comment est-ce que je fais pour attacher le financement à une variable crédible qui va m'amener à comprendre. Autrement dit, les variables socio-démographiques, comment est-ce que ça se transpose dans le coût de gestion d'une école? C'est ça qui est le défi. Vous avez pointé vers l'idée d'avoir les problèmes des enfants dans votre calcul. Oui, mais il est déjà. Il est déjà. Oui, mais le problème avec ça, c'est qu'on sait ce que ça fait. Là. Ça crée des pressions des directions d'école de faire diagnostiquer leurs enfants. Versus un profil socio-économique n'a pas cette. Ce que vous dites, c'est tout à fait correct. Il faut idéalement, quand on fait des transferts, avoir des indicateurs qui ne sont pas sujets à manipulation. Ça, c'est une des règles de base. C'est aussi quelque chose de difficile à faire. Mais bon, vous avez raison. La question, c'est de savoir quelle est la relation. Est-ce que pour un changement de 5 points de pourcentage d'indice de défavorisation objectif, on va donner Revenu Québec, whatever, est-ce qu'on va trouver le même changement ou est-ce qu'en certains milieux, une perte de revenus a beaucoup plus d'impact sur la capacité des élèves que dans une autre? J'en ai aucune idée. Oui, c'est ça. Non, mais je suis d'accord, mais le problème, c'est ça. Ayant dit ça, l'autre observation, c'est. Moi, je fais beaucoup de transferts à travers le monde. C'est une des questions classiques. Est-ce qu'on fait les de transfert sur la base de normes ou sur la base de budget existant? Puis l'approche en Afrique du Sud, à un moment donné, ils ont proposé la base de normes. Donc, on va normer le coût de l'éducation primaire, secondaire. Et puis là, je pense qu'il fallait qu'ils doublent le budget. Donc, essentiellement, c'est une très belle étude, très, très bien faite, puis on la remet sur la tablette, puis elle reste là, on ne touche pas. Parce qu'on n'a pas moyen de se payer ce qu'on sait qu'on devrait se payer. Personne ne met en doute sur le fait. Alors, au Québec, on est quand même beaucoup plus avancé que l'Afrique du Sud, le problème n'est pas le même, mais ce que je veux dire, c'est que certainement, on pourrait toujours vouloir en faire un peu plus. Ici, déjà, je crois que si on arrive à simplifier, à clarifier, à permettre de mieux comprendre comment on octroie et comment on regroupe sur des bases territoriales l'argent pour le financement des élèves primaires et secondaires au Québec, ça va être un progrès par rapport à ce qu'on a. Parce que je pense que présentement, si on demanderait du monde d'expliquer comment c'est fait, pas par personne. On disait à un moment donné en farce que s'il y avait peut-être 20 experts au Canada qui connaissaient l'équation, dans une salle, mettre au gaz, l'équation, c'était fini essentiellement. Je pense que les commissions scolaires québécoises, il y a peut-être 5 experts qui comprennent ça. Et en fait, c'est pareil, on ne sait pas comment ça marche. Mais c'est très important et ce n'est pas du tout une question de méchanceté, que ce soit le même. C'est l'accumulation de pratiques, de savoir. Il n'y a pas de normes. J'ai posé la question. Il n'y a pas de normes sur la distance maximale du transport scolaire au Québec. En pratique, on m'a dit c'est 1 heure. C'est pas écrit ça. J'ai travaillé là-dessus. On dit l'école éloignée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on ne peut pas les. L'affaire du CHUV, c'est pas les couper, les envoyer ailleurs. Non, mais c'est quoi la norme? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qu'on a écrit? Il y a une pratique. On la respecte. C'est un peu ce genre de choses-là qu'on va essayer de décortiquer, de comprendre, s'assurer de leur cohérence, s'assurer qu'elles soutiennent l'objectif d'un traitement équitable de tout le monde sur le territoire québécois pour l'éducation primaire et secondaire. Maintenant, est-ce qu'un traitement équitable, c'est un traitement optimal? Probablement pas. Actuellement, les écoles, on reçoit des financements avec la RSE, qui est le revenu familial et le diplôme de la mère. Alors, est-ce que c'est un indicateur socio-économique suffisant pour c'est ça la question que je pose. On va y penser. Je n'ai pas la réponse. Notre co-auteur s'enfuit. Merci Stéphanie. D'autres questions? Commentaires? Québec, on peut y envoyer des questions? OK. Bon, je pense qu'on vous remercie d'être venus. Merci.